Aujourd'hui, on voit quoi faire au jardin potager mi-septembre. Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve pour jardiner. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez retrouvé votre rythme de rentrée, parce qu'à la fois à la rentrée, on est content de rentrer et en même temps, on est super triste parce que c'est la fin des vacances et on n'a pas envie. Moi, j'aurais voulu rester encore en vacances. Dites-moi vous aussi en commentaire si vous avez du mal à reprendre cette année. On va commencer cette vidéo par un point semis avec comme focus le semis d'épinards pleine terre et le semis de laitue au presse-motte. Ensuite, pour le point plantation, on verra le marcottage par couchage de ma vigne. Puis dans notre point entretien, on favorisera le mûrissement des tomates par une taille spéciale. Et pour le point récolte, je vous donnerai mes 8 conseils pour conserver vos récoltes toute l'année. Allez, c'est parti! Que peut-on semer à la mi-septembre? Alors en pleine terre, on peut semer de la mâche, des carottes, des radis, des navets, de la laitue, des engrais verts, les oignons pour le printemps, les bleuets, les pieds d'alouette, les clarkias, les épinards d'hiver. En pépinière, en godet, en motte, vous pouvez commencer les poireaux d'hiver, toutes les fleurs qui se sèment en pleine terre qu'on vient de voir. Vous pouvez aussi semer de l'artichaut, du chou et de la laitue. Donc on va voir ensemble plus précisément le semis d'épinards d'hiver. Alors l'épinard Spinacia oleracea, qui appartient à la famille des amarantacées et plus précisément des Chenopodiacées ou Chenopodiacées, je ne sais pas trop comment on le dit, comme la betterave, la poirée par exemple. Donc l'épinard est une plante potagère annuelle originaire de Perse. Aujourd'hui, ça correspond à l'Iran. L'épinard est une plante à croissance rapide. Il faut compter 4 à 6 semaines pour les récoltes. Il préfère les climats frais et humides et doux. Il n'aime pas les fortes chaleurs et la sécheresse. Il résiste à moins 5 degrés et c'est une plante exigeante en eau et sensible au tassement. Au-delà de 25 degrés, la culture est plus difficile car il monte en graines facilement. Le moindre stress peut lui être fatal. Et oui, l'épinard, c'est un hypersensible. Il est hyper stressé. Dès qu'il est contrarié, il va bouder et soit en fait il va monter en graines, soit il va mourir. Donc l'épinard, c'est pas une culture très facile comme on pourrait le penser. Alors l'épinard peut faire entre 20 et 30 cm de hauteur. Il préfère une exposition mi-ombre à ombre. Il se cultive au printemps et en automne, essentiellement. Après, ça dépend des régions. Il préfère les sols riches en matière organique, bien drainés, avec un pH légèrement acide à neutre et des sols à dominante argileuse. Le semis s'opère en pleine terre de mars à mai. À partir de février, on peut en faire au chaud. Et de septembre à novembre-décembre, suivant les régions. L'épinard aime être à côté des carottes, des radis, des fraises, des pois, des haricots, des fèves, du céleri et de la laitue. Il adore également être à côté du chou, mais malheureusement, le chou va attirer le ravageur de l'épinard. Donc, il va falloir qu'on les éloigne l'un de l'autre. L'épinard déteste la betterave, les blettes, le fenouil et les poireaux. Il faut opérer une rotation de 2 ans. C'est un légume qui est reminéralisant pour le sol, comme l'ortie. Il peut servir aussi d'engrais vert. Ses besoins en azote sont importants. Alors pour semer l'épinard, on peut le faire en pleine terre, en godet, en plaque alvéolée, en motte. Comme ce sont des stressés, ils n'apprécient pas trop le repiquage, sauf si vous enterrez la motte entière sans toucher aux racines. Donc, pour semer cet épinard, on va commencer par griffer la terre. On y ajoute du compost bien décomposé. Et on mélange bien. Et on y va mollo parce qu'en fait, le compost pourrait par la suite brûler les jeunes racines. On fait des sillons de 2 à 3 cm de profondeur. Les rangées d'épinards sont espacées d'environ 30 cm avec une distance de 5 à 10 cm entre les plants. On arrose le sillon avec un purin d'ortie dilué à 10% dans l'eau pour favoriser la levée et on préserve la fraîcheur du sol par la suite. On dépose les graines dans le sillon tous les 5 cm environ. Vous pouvez semer plus serré, minimum tous les 2 cm, mais il faudra éclaircir beaucoup plus par la suite. À vous de voir. On recouvre le terreau de sillon, il faut 3 cm par-dessus la graine.
On tasse légèrement et on arrose en plus fine pour ne pas déplacer les graines. On peut recouvrir le semis d'une toile de jute, ce qui permettra de garder la fraîcheur, mais cette astuce est surtout idéale pour les périodes de chaleur supérieures à 25 degrés. La levée prendra une semaine en moyenne. Il faudra éclaircir à partir de 2 à 4 vraies feuilles. On enlèvera un plant sur 2 et on garde bien évidemment le plant le plus fort. On peut repiquer ceux qui sont en bonne santé en veillant à ne pas toucher aux racines, sinon vous allez me le stresser. À l'approche de l'hiver, on pourra couvrir le semis par un tunnel ou un voile hivernage. L'avantage du semis des épinards en plaque alvéolée ou en motte ou en godet, c'est qu'on peut avoir une terre toujours humide et contrôler la température de germination. Mais je le répète, attention au moment du repiquage parce que vraiment, l'épinard, c'est un grand stressé, donc il faut vraiment mettre la motte entière. L'épinard n'est vraiment pas une culture facile, je viens de vous l'expliquer parce qu'il est hyper sensible, il est très exigeant en eau. Donc si vous êtes dans une région sèche, ça va vous demander beaucoup d'eau pour faire germer et ensuite beaucoup d'eau pour maintenir la plante telle qu'elle et pour pas qu'elle ne monte en graines. Et encore plus si votre terre n'est pas argileuse. Donc vraiment, la culture de l'épinard, ça demande en fait beaucoup de patience. Donc la culture de l'épinard n'est pas si facile que ça, mais avec un petit peu de soin et d'attention, on y arrive sans souci. L'épinard, en termes d'aspect nutritionnel et diététique, a une haute teneur en chlorophylle, qui lui confère sa couleur verte, et aussi une odeur caractéristique avec un goût légèrement sucré et une texture bien lisse. Les épinards cultivés au printemps sont plus riches en antioxydants, comme les polyphénols, que ceux qui sont cultivés en automne ou en hiver. L'épinard aide à combattre les radicaux libres, qui sont responsables de maladies comme les cancers. Il aide à prévenir la dégénérescence maculaire, qui est une maladie qui affecte la partie centrale de l'œil, appelée la macula. La macula est responsable de notre vision centrale, qui nous permet de voir les détails fins, de lire et de reconnaître les visages. Lorsque quelqu'un a une dégénérescence maculaire, ça signifie que la macula ne fonctionne pas bien. Et ça va rendre la vision floue, déformée. Ensuite, l'épinard, il est sans sucre. Il est source de fibres, il contient plus de protéines végétales que la moyenne des autres légumes. Il est riche en manganèse. Ce minéral est important pour la santé du squelette et pour être en pleine énergie. Il est riche en calcium en comblant 30% des besoins journaliers d'un adulte bien portant pour une portion de 100 grammes d'épinards cuits. Il a une quantité notable en cuivre et en fer. Il est riche en vitamine A, ou ce qu'on appelle les bêta-carotènes, en comblant 140% des besoins journaliers. 140%. En ce qui concerne la vitamine K1, il comble 50% des besoins journaliers. Attention, pour ceux qui ont une alimentation anti-vitamine K1, il faudra limiter, voire supprimer leur consommation. Si vous avez un doute, toujours demandez l'avis d'un professionnel de santé. Alors, l'épinard, c'est le légume qui contient le plus de vitamine E, en comblant 33% des besoins. La vitamine E est importante pour lutter contre le stress oxydatif et garder les cellules de notre corps jeunes. Il comble également 30% des besoins en vitamine B9, ce qu'on appelle les folates, on l'a vu la dernière fois. Il a la capacité de couper la faim en envoyant au cerveau un message comme quoi le cerveau, le corps a eu tout ce qu'il avait besoin et il n'a plus faim. Ces fibres vont limiter l'absorption des graisses et des sucres en excès. Donc on peut le qualifier, comme pour l'épinard fraise, d'aliment fonctionnel grâce à sa composition et à ses activités biologiques. Il a des propriétés anticancéreuses, anti-obésité, hypoglycémiques et hypolipidiques. Donc en gros, il est bon pour votre santé. Donc voilà pour l'épinard. Maintenant, passons au semis de laitue. Comme on l'a vu et revu au printemps, cette fois on va pas utiliser le godet pour semer la salade ou le faire en pleine terre, on va utiliser le presse-motte. Alors pour semer en motte, il faut un outil, le presse-motte, ça va de soi. Et il nous faut aussi un substrat, une terre bien mouillée. Alors déjà, on commence par préparer le substrat. Vous pouvez prendre du terreau. Moi je fais un mélange terre, des bacs, qui vont accueillir les salades, environ 20%. Ensuite, je vais rajouter 10% de compost bien décomposé et ensuite 70% de terreau. Je vais mouiller le terreau, je vais bien mélanger, d'accord? Et en gros, en fait, il faut que ça fasse une espèce de gadou. Il faut mouiller petit à petit pour ne pas pas mettre trop d'eau et avoir une texture qui fasse bien une boule. Donc maintenant que la terre est prête, on va pouvoir faire les mottes.
On n'oublie pas de prendre une caisse pour pouvoir y déposer les mottes par la suite. Donc on prend le presse-motte, on va l'enfoncer dans la terre, comme ceci. On s'assure qu'il est rempli en appuyant bien. S'il faut, on réitère et on remet le presse-motte dans la terre. Une fois que tout est rempli, on va pouvoir presser la poignée et les mottes vont sortir. Donc on va réitérer la même opération pour faire le nombre de mottes dont on a besoin. Une fois que les casiers sont bien remplis, on a juste à presser la poignée et voilà. Donc maintenant qu'on a fait toutes nos mottes, on va pouvoir mettre une graine dans chaque petit trou que vous avez sur le dessus de la motte. On recouvre de terreau et on tasse légèrement. On arrose délicatement et on va mettre à tremper cette cassette dans l'eau. On va devoir attendre 3 à 10 jours pour la lever suivant les températures. En ce moment, ça devrait aller assez vite puisqu'on a des températures au-delà de 20 degrés. Si le temps le permet, je placerai la caisse dans le potager. Sinon, je la mettrai en fait en pleine lumière dans ma maisonnée. Quand elles auront 3 vraies feuilles, je les repiquerai dans le potager. Voilà pour le semis de laitue en motte. Alors, pour notre point plantation, on va continuer sur la mi-septembre de pouvoir planter des fraises et les stolons de fraises. On peut aussi planter des bulbes pour le printemps. Oui, on va retrouver le même principe de vernalisation qu'on a vu il y a 15 jours ou 3 semaines. On peut aussi repiquer les choux d'hiver et les poireaux d'hiver. Et là, comme on va rentrer tout doucement dans la période des plantations des arbustes et des grimpants en container, on va pouvoir commencer à les planter. Alors attention en fonction de la chaleur. Si vous avez des températures encore élevées, il faut attendre un petit peu il faut attendre qu'elles diminuent un petit peu parce que ça sera moins stressant pour les plantes et vous aurez besoin de moins arroser et ça sera idéal en fait, ça sera mieux. On va faire le test de pommes de terre. Je vais replanter des pommes de terre pour voir en fait si effectivement je peux en récolter sur novembre, début décembre. Maintenant, on va dans le point plantation, on va s'attarder sur le marcottage et notamment la technique par couchage de la vigne. Alors, marcoter, c'est une technique de multiplication, tout comme le bouturage. Ça nous permet d'avoir une nouvelle plante à partir d'une autre plante. Donc le marcotage est utilisé sur des arbres, des arbustes et des plantes ligneuses comme les arbres fruitiers, les rosiers, les arbustes à fleurs, les azalées et la vigne. Alors vous en avez plein d'autres, je vous en ai cité quelques-uns. Le principe est d'encourager une branche ou une tige à fabriquer des racines. Si, je vous assure, on a ce pouvoir-là, on a tous ce pouvoir-là. Alors, comment on fait pour utiliser ce pouvoir? Alors, c'est assez simple, il faut respecter quelques étapes. La première, on va sélectionner la branche. On choisit la branche de la vigne mère qui est la plus saine, la plus flexible, alors on les teste, etc. On évite les branches trop jeunes ou trop anciennes. Ensuite, on va préparer la branche. On va venir faire une incision oblique d'environ 2,5 cm de longueur à l'endroit de la branche que l'on souhaite marcoter. Cette incision doit être faite environ à 30 à 60 cm de la pointe de la branche. D'accord? Donc, on fait une incision à 30 à 60 cm de la pointe de la branche. Vous pouvez également enlever une fine couche d'écorce à cet endroit pour favoriser l'enracinement. À cette étape, on a deux options qui s'offrent à nous. Soit on fait un marcotage par couchage ou un marcotage aérien. Alors pour l'aérien, en fait, on va venir envelopper la branche en hauteur de terreau qui va être lui-même en fait dans un sac plastique bien fermé, bien scellé. Moi perso, je préfère le marcotage par couchage. C'est-à-dire qu'on va venir creuser un trou et on va mettre dans ce trou la zone incisée. D'accord? Et on va venir recouvrir de terreau à semis ou de terreau horticole. On va bien humidifier et on va venir en fait mettre dessus comme une mini-serre. Donc vous pouvez prendre une bouteille, vous pouvez prendre une cloche, enfin ce que vous voulez. Il faut faire en sorte en fait que cette branche ne sorte pas de la terre. Donc on va, alors ça dépend comment vous l'avez fait, à quel endroit vous l'avez enterré, etc. Mais faites en sorte que la branche en fait ne remonte pas et donc de mettre un poids, de l'attacher pour qu'elle reste bien dans le sol. Puisque dans cette incision, c'est là que va redémarrer les petites racines puisqu'elles sont en contact avec la terre et donc c'est à partir de cette incision que les racines vont repousser.
Donc une fois que vous avez mis votre cloche, que vous avez bien attaché votre branche pour être sûr qu'elle reste dans la terre, il va falloir maintenant attendre. Donc choisissez un endroit qui ne va pas être trop gênant parce que le marcotage, la marcotte va prendre plusieurs mois avant de faire vraiment une racine qui va pouvoir, on va dire, être autonome. D'accord? Donc on va vérifier régulièrement comment ça se passe. Alors ne vérifiez pas au bout d'une semaine, hein, vérifiez plutôt au bout d'un mois, vous vérifiez tous les mois et je pense qu'on va dire au niveau du printemps, vous pourrez en fait séparer la marcotte. En attendant, il faut faire en sorte que ça soit toujours humide, pas trop humide pour pas que la branche pourrisse, mais suffisamment humide pour qu'elle fabrique les nouvelles racines. Donc après, lorsque vous voyez que les racines sont solides, donc on verra ça au mois de février-mars, on va venir couper la marcotte de chaque côté de la vigne mère. Comme ça, on va pouvoir en fait récupérer un plant autonome. Une fois qu'on a récupéré ce plant, on peut aller le transplanter où on veut. Donc on peut aller déplacer cette marcotte à l'endroit où on a décidé l'endroit où on a décidé de mettre le nouveau plant. En termes de soins, il faut prendre soin de la marcotte comme vous le feriez avec une vigne normale. C'est-à-dire il va falloir l'arroser s'il y a besoin de l'arroser et la protéger des intempéries. Alors, le marcottage, c'est vraiment une méthode qui est très efficace. Elle est certes un peu longue puisqu'il faut attendre que la racine se développe, mais c'est vraiment très efficace pour multiplier la vigne. Une fois que la marcotte est transplantée avec succès, elle peut devenir une vigne indépendante. Cette méthode est particulièrement utile. Si vous avez une variété de vignes que vous souhaitez propager pour obtenir davantage de plants, c'est le meilleur moyen de le faire. Passons maintenant au point entretien. Donc ce dimanche, on va procéder comme d'habitude, on va passer de bac en bac, de parcelle en parcelle pour désherber, griffer la terre. Alors on va la griffer légèrement, hein. Bien sûr on essaye d'éviter cette petite croûte qui fait que quand il pleut, l'eau ne s'infiltre pas au niveau des racines. On va aussi buter, on a encore des légumes qu'on peut buter, on va tailler et vérifier le paillage. On va aussi veiller également à ce que les fruits et les courges ne pourrissent pas. Donc, on va mettre des tuiles, des pierres, enfin, ce que vous voulez, du moment que le fruit de la courge n'est pas en contact avec, la terre qui est trop humide. Ensuite, on va venir tailler les plants de tomates qui, vont commencer à décliner. Les températures vont commencer à diminuer. À partir de la semaine prochaine, on sera plutôt aux alentours des 20-23 degrés. Donc, le plant de tomate va avoir du mal à fabriquer ses fruits et à les faire mûrir. D'accord? Donc, on va venir tailler le haut du plant de tomate pour favoriser le mûrissement des fruits. Le fait de tailler en haut va indiquer à la plante arrête de pousser, arrête de grandir, ça ne sert plus à rien. En fait, tu vas bientôt mourir puisque les conditions climatiques vont faire que tu ne pourras pas résister au froid, ni à la forte humidité, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on veut favoriser, c'est vraiment le mûrissement des fruits qui sont déjà sur le plant. Pendant notre tour du potager, lorsque vous tombez sur une plante en fait qui a des signes de fatigue ou des signes de maladie, on agit direct, d'accord? Donc on traite, que ça soit avec une décoction, avec un purin ou autre technique, que sais-je. Donc voilà, donc on ne laisse pas en fait, on ne laisse pas un plant qui donne des signes de maladie ou de fatigue dans le potager puisque si on le laisse, il risque de contaminer les autres, hein. En fait, c'est comme pour les êtres humains, il suffit qu'il y en ait un qui soit malade et ceux qui sont autour sont contaminés. Donc vous voyez en fait mon plant de melon, il a de l'odium et le mildiou. Une totale, il est dans sa tête. Donc là, si je le laisse, en espérant qu'il me fasse d'autres fruits, ce qui est peu probable à moins que sur octobre on ait des températures de 25 à 30 degrés, ce que je ne pense pas et que je n'espère pas, je pense que je peux déjà retirer mon plant de melon. Il est malade, il m'a fait 4 fruits, donc je pense qu'il a bien travaillé, donc il est temps de le retirer. Si je le laisse trop longtemps, j'ai peur que la pourriture de l'odium ou même le mildiou aille trop dans la terre et que chaque année ou l'année prochaine, j'ai encore de l'odium et du mildiou parce que la terre est infectée. Donc, je vais retirer le plant de melon. Quand c'est comme ça, quand vous avez un plant qui est malade, avec une maladie comme ça, avec des champignons cryptogamiques, moi je vous conseille d'avoir des gants spéciaux et d'avoir des outils spéciaux, ou si vous n'avez pas d'outils spéciaux, de les désinfecter avant et après avoir taillé un plant malade. Parce que sinon ça va se propager partout.
J'ai dû déjà vous le raconter, mais quand j'ai débuté dans le jardinage, j'avais un plant de courgettes qui avait de l'odium et j'ai pris le plant de courgettes et je l'ai mis dans mon compost. Et l'année d'après, bah, j'ai utilisé le compost partout dans le jardin et donc j'avais de l'odium partout et j'ai mis 3 bonnes années à vraiment réduire l'odium dans le potager. C'était une catastrophe. Donc vraiment, tout ce qui est malade, vous mettez ça dans un sac poubelle et vous le jetez. De la même manière, vous ne le mettez pas au déchet vert parce que ça va finir dans le bac à compost global de votre région et ceux qui viendront chercher du terreau, du compost gratuitement, bah, vont repartir avec un compost qui risque de contaminer tout leur potager. Donc, tout ce qui est maladie, sac poubelle, poubelle. Ah oui, pour la désinfection des outils, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique, de l'alcool et du vinaigre blanc. Alors, la saison, elle a été particulièrement éprouvante pour tous, mais surtout pour nos sols. Je pense ils ont bien souffert entre de fortes sécheresses, de fortes pluies. Enfin bon, les sols ont été lessivés, ils ont été asséchés. Enfin bon, une catastrophe. Donc là, c'est le temps, la période de régénération des sols. Donc là, on va venir en fait régénérer et aider notre sol à se régénérer. On va sur les parcelles vides qui n'ont pour le moment pas de légumes ou de fruits, on va venir y mettre du fumier de vache ou du fumier de cheval, de la tonte de pelouse, enfin voilà, tout ce que vous pouvez mettre qui va venir en fait nourrir votre sol. On va aussi mettre de la paille en abondance, hein. Vas-y, on y va. Donc fumier de cheval, fumier ou vache ou un mélange des deux, du compost, de la tonte de pelouse et un bon paillage. On peut aussi semer des engrais verts qu'on pourra enfouir par la suite. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai mis de la luzerne flamande. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à germer. Et au début de l'hiver, on viendra l'enfouir dans le sol. Pour les bacs qui contiennent encore des plants, je vais juste mettre du compost bien mûr, mais bien bien mûr, parce que sinon ça risque, si vous voulez, comment dire, de brûler les plants. Donc on met du compost bien mûr et je vais venir arroser au purin d'ortie dilué à 10%. Du coup, on y pense, on relance une fabrication de purin d'ortie. Donc moi, je vais aussi récolter les orties et relancer une fabrication puisque dans 21 jours, il faut 21 jours minimum pour le purin d'ortie afin qu'il soit prêt. Donc voilà en gros pour l'entretien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses importantes à faire à la mi-septembre. Et vous d'ailleurs, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes débordé avec la rentrée? Est-ce que vous arrivez bien à gérer le potager? N'hésitez pas et partagez toute votre expérience avec nous. Passons maintenant au point récolte. On va finir la vidéo par le point récolte et plus particulièrement par un point sur la conservation des récoltes. Le potager a bien donné et vous en avez de trop. Vous en avez donné aux voisins, vous en avez donné à la famille et vous en avez encore. Ou alors simplement vous souhaitez en conserver dans le temps pour pouvoir en déguster cet hiver. Donc pour pouvoir conserver un maximum votre récolte, vous avez différents modes de conservation. On va les voir ensemble et en même temps, je vous donnerai mes petits trucs et astuces. Alors, la première méthode de conservation, c'est de mettre en conserve. Cette méthode utilise la stérilisation, c'est la plus connue. Vous pouvez y mettre des légumes, des fruits au naturel. Grosso modo, en fait, c'est juste pour dire que dans le bocal, il n'y a qu'un seul fruit ou il n'y a pas de mélange ni de fabrication. Vous pouvez aussi faire des bocaux avec des légumes transformés, que ce soit en morceaux, en cubes, en purée, en coulis ou même simplement cuisinés. Donc vraiment la conserve maison, elle se conserve 1 an. Au-delà, on peut toujours la manger, mais on va avoir en fait les qualités en fait nutritionnelles qui vont diminuer avec le temps. Donc moi je ne les garde qu'une année mes conserves, je les fais là pour la saison. La deuxième méthode de conservation, c'est la conservation au vinaigre pour faire par exemple des pickles ou comme nos fameux cornichons. Vous pouvez également faire avec de la carotte, de la betterave, du concombre, des oignons. Vous pouvez mélanger tout un tas de légumes. Grosso modo, pour pouvoir faire en fait des légumes au vinaigre comme les cornichons, il vous faut un volume de gros sel, de préférence marin, pour 2 volumes de vinaigre. Pour 3 volumes d'eau, vous prenez les aromates que vous voulez et vous allez porter à ébullition ce mélange.
Une fois que vous avez porté ce mélange à ébullition, vous le versez dans les bocaux qui contiennent les légumes que vous avez découpés. Ensuite, on referme et on laisse fermenter 1 mois minimum. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre 1 mois pour pouvoir consommer ces fameux pickles ou ces cornichons au vinaigre. Et ensuite, vous pouvez le conserver pendant 1 an. Au-delà, vous pouvez toujours les conserver, ils sont encore bons, mais encore une fois, on va perdre beaucoup de qualité nutritive, donc autant ne faire des conserves ou des cornichons au vinaigre que pour une année. Troisième méthode de conservation, faire des confitures. Là, on conserve dans le sucre, en faisant cuire les fruits dans du sucre, et on peut conserver 2 ans sans souci. Après, on va perdre en goût, en fait. On va avoir que le goût du sucre et plus le goût du fruit. Donc de la même manière, moi je fais mes confitures pour mon besoin pour l'année. Vous pouvez aussi faire des confitures de légumes. Vous pouvez le tenter. Ma grand-mère faisait, alors la tomate c'est pas un légume, mais en tout cas elle faisait des confitures de tomates vertes qui restaient en fin de saison, fin septembre, début octobre. Ensuite, vous avez comme quatrième méthode de conservation la pratique de la lactofermentation. Le principe, c'est de fermenter à l'aide du sel. Donc, on va pouvoir conserver comme légumes, par exemple, l'ail, les aubergines, la betterave, la carotte, le céleri, les cornichons, le navet et bien sûr le chou. La choucroute, c'est du chou râpé par lactofermentation. Alors, les légumes sont râpés au préalable, on y verse du sel et un peu d'eau. Et on referme et on laisse fermenter minimum 48 heures à 20 degrés pour ensuite le faire fermenter pendant 3 semaines à la cave dans un garage à 15 degrés. Alors, quand je vous ai parlé des 20 degrés, c'est 20 degrés température ambiante. 15 degrés, normalement, c'est la température moyenne d'une cave. Vous pourrez donc le déguster une fois passé ce délai de fermentation, donc 48 heures plus 3 semaines. Grosso modo, dans le mélange, c'est 30 g de sel par litre d'eau. Et ensuite, on peut conserver ces bocaux pendant 1 an. Même manière, au-delà d'1 an, en fait, on va perdre en qualité nutritive. La 5e méthode de conservation, c'est le fait de déshydrater et sécher les herbes, les légumes, les fruits. Soit vous avez la chance d'avoir un déshydrateur électrique, ça c'est certainement que je rajouterai sur la liste du Père Noël cette année. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, donc le déshydrateur, ça y est, j'étais déjà à m'imaginer à Noël. Alors le déshydrateur, vous pouvez l'utiliser, c'est assez simple, vous tournez le bouton, tout est pré-réglé. Sinon, vous pouvez utiliser le four, alors c'est 40 à 50 degrés max en chaleur tournante pour les fruits et les légumes. Et c'est 30-35 degrés pour les herbes aromatiques. Après, vous pouvez aussi les laisser sécher en fait par temps chaud à l'ombre. Alors souvent, on pense qu'il faut faire sécher en fait au soleil, mais le soleil va venir en fait griller s'il est trop fort. L'herbe va abîmer les qualités nutritives. La vitamine, par exemple, certaines vitamines sont thermosensibles et au-delà de 50-60 degrés, elles peuvent mourir, voire un peu moins pour certaines. Donc on évite le plein soleil s'il fait très très chaud pour faire sécher. On peut aussi utiliser un déshydrateur solaire. Alors ça, c'est incroyable. Il y en a qui, vous avez sur internet, il y en a qui mettent des plans et tout. Je me suis déjà demandé si j'allais pas en fabriquer. Enfin bon, j'ai une liste comme ça de choses que j'aimerais pouvoir faire. Donc je vais rajouter ça, peut-être fabriquer un déshydrateur solaire, ça pourrait être chouette. Donc voilà, l'objectif c'est de retirer un maximum d'humidité. Donc on fait attention au niveau de la conservation. Une fois que vous aurez séché tout ça, si vous les conservez très mal, ils vont reprendre de l'humidité et donc ils vont pourrir et vous ne pourrez pas les conserver. Donc on les conserve vraiment dans des bocaux hermétiques ou dans des sachets bien hermétiques de manière à les conserver un maximum de temps. Et grosso modo, vous pouvez les conserver, on va dire, tout ce qui est sec pendant 12 mois. Au-delà, après, vous perdez toujours en qualité, soit en goût, soit en qualité nutritionnelle. 6e méthode de conservation, vous avez le fait de congeler.
Soit vous congelez en cru, soit vous congelez en cuit, soit vous les congelez juste blanchis. Moi, pour le coup, je ne fais que des sachets de soupe pour la congélation, puisque quand vous congelez, le légume perd c'est un peu sa structure. Donc comme là, tout va être mixé, ça n'a pas d'importance puisque je vais, quoi qu'il arrive, mixer le légume. Donc j'utilise la congélation pour faire des sachets de soupe que je peux garder 12 mois. Alors attention, il y a certains légumes qui ne sont pas... Enfin, on peut les congeler, mais alors là, ça va être une catastrophe. Vous prenez le concombre, la salade et les pommes de terre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de congeler ça. Ça devient une espèce de bouillie. La pomme de terre, c'est... Voilà. Donc moi, je ne congèle pas ni pommes de terre, ni salade, ni concombre. La pomme de terre, je vais la rajouter crue, en fait, au moment de la soupe. Ensuite, vous pouvez, en méthode de conservation, stocker dans une cave ou quelque chose de similaire. D'accord. Pour pouvoir conserver dans une cave, alors vous ne pourrez pas conserver enfin, de la même manière que si le produit est transformé ou est mis en bocal stérilisé. D'accord. Donc il faut respecter quelques principes pour pouvoir conserver un maximum de temps, ou en tout cas conserver le plus longtemps possible ces récoltes. Le premier principe qu'il faut retenir quand on conserve dans une cave ou peu importe, il faut séparer les fruits et les légumes et on stocke chaque variété indépendamment des autres. D'accord. On ne fait pas un panier, on ne mélange pas carottes, navets, choux, petits marrons, etc. Non, on les met les uns indépendamment des autres. On veille aussi à ce qu'ils ne se touchent pas. Parce qu'en les séparant par exemple avec du papier journal, des bouchons de liège, enfin vous pouvez faire comme bon vous semble, mais il faut éviter que les fruits et les légumes se touchent. Alors, il faut faire attention à la pomme. La pomme, elle dégage de l'éthylène. L'éthylène, ça va servir à accélérer le mûrissement des fruits et des légumes. Ils sont contenus dans la pomme et la pomme, quand elle mûrit, elle dégage cet éthylène. D'accord. Et en dégageant cet éthylène, elle va accélérer aussi le mûrissement des autres fruits et légumes qui seront à côté dans la même pièce. Donc on éloigne en fait les pommes du reste des fruits et des légumes puisque l'éthylène va aller sur les autres et les faire mûrir beaucoup plus vite. En revanche, on peut mettre en fait une pomme ou deux dans un bac à pommes de terre, puisque là pour le coup ça permettra du coup à la pomme de terre de garder sa fraîcheur le plus longtemps possible. On peut aussi prolonger la conservation de certains légumes dans du sable. Donc moi je me souviens, mon grand-père il avait des caissettes de sable dans sa cave et il venait en fait mettre les carottes, les navets, la betterave, en fait tous les légumes, grosso modo tous les légumes racines. Alors attention, si votre légume est abîmé quand vous le mettez dans le sable, ça changera pas, ça va pas arranger les choses. Il va continuer de pourrir dans le sable et contaminer le sable et donc les autres légumes. On peut conserver aussi l'oignon, l'ail, les échalotes dans des collants. Alors les collants, vous savez, les vieux collants troués, vous les gardez, vous mettez les oignons, l'ail et les échalotes dedans, vous refermez et vous suspendez. En fait, le collant va permettre aux légumes de respirer, donc de décharger en fait vers l'extérieur les choses. Et en même temps, le collant va protéger. Quand vous mettez un collant, vous avez beaucoup moins froid et donc il y a quand même une espèce de barrière qui se passe. Donc du coup, le collant, c'est top pour pouvoir en fait stocker les oignons, les aliaciers par exemple, et l'ail. Et puis en même temps, ça vous fait recycler vos vieux collants troués, vous ne saviez pas quoi en faire, et ben voilà, vous leur avez trouvé une deuxième vie. Vous pouvez aussi, dans cette fameuse cave ou cet endroit, stocker vos légumes dans du papier craft ou des journaux. Le papier craft et les journaux vont permettre en fait d'absorber l'humidité qui va se dégager du légume avec le temps. Et cette humidité, c'est cette humidité qui va favoriser le pourrissement. Donc si on les enveloppe dans en fait du papier, que ça soit en enveloppe par exemple la betterave on l'enveloppe du papier, ou qu'on dépose les carottes à plat et qu'on superpose des papiers journaux, c'est comme vous le souhaitez, d'accord. Vous pouvez procéder donc par couche ou individuellement. Et par exemple, les journaux conservent très bien les courges. Pour moi, c'est la méthode qui conserve le mieux les courges, de ce que j'ai testé, hein. Alors bon, le must pour une conservation à court terme, c'est d'avoir un meuble prévu à cet effet. Un légumier. Alors, un légumier, en fait, c'est le nouveau terme pour... avant, on appelait ça un garde-manger.
Vous savez, ce truc avec une petite porte, on ouvre en fait avec un grillage méga fin. Et c'était voilà, un légumier. Sauf qu'au lieu d'y mettre, je ne sais pas moi, des fromages ou des choses comme ça, du coup là on y met des légumes. D'ailleurs, ça me rappelle un vieux souvenir dans la cave de chez mes grands-parents. Il y avait plusieurs garde-manger. Vous en aviez un pour les fruits et les légumes, vous en aviez un pour les œufs et vous en aviez un pour le fromage de mon grand-père. Il allait chaque mois à la laiterie, à la fromagerie. Il ramenait en fait des camemberts au lait cru fait à la louche et il les laissait mûrir dans son garde-manger, dans la cave. Au bout d'un certain temps, il y avait une espèce de couche de moisissure. Il y avait même, et surtout, des vers, des trucs blancs là. Vous savez, les vers avec un seul œil noir là, le truc qui monte. Bon, bref, et ben mon grand-père, il mangeait ça tous les midis avec un morceau de pain. Et bon, forcément, quand on y était avec mon cousin, on y avait le droit aussi. Je peux vous garantir que c'est une expérience et voilà. Et mon grand-père nous disait toujours en fait que c'était très bon de manger ça parce que c'était rempli de calcium et surtout aussi de protéines. Bon, il faisait référence aux protéines des vers à œil noir là. Oh. Bref, quand j'y repense. Mais maintenant, en fait, c'est ça qui est fou avec l'âge. C'est que je donnerais n'importe quoi pour manger ce morceau de camembert dégueu avec lui, avec mon grand-père. Bon, enfin. Ah, que de souvenirs. Donc ouais, revenons à nos méthodes de conservation parce que là, je vais vous embarquer dans mes souvenirs d'enfance. On n'en est pas sorti, la vidéo risque de faire quelques heures. Donc on en était où? On en était au garde-manger. Donc le garde-manger, c'est vraiment l'idéal pour conserver à court terme ses récoltes. Mais comme je viens de le dire, c'est du court terme. Donc les méthodes de conservation que j'ai citées avant vous permettent de les garder sur un temps plus long. Mais il est quand même possible de garder 1 mois, 2 mois, 3 mois certains légumes grâce aux légumiers. Enfin, comme méthode de conservation, vous pouvez conserver au potager. Alors, il y a certains légumes qui peuvent rester en pleine terre et qui n'ont pas d'urgence à être récoltés, sauf si vous avez des visites souterraines comme des rats, des taupes, etc. Et dans ces cas-là, oui, il faut éviter de les laisser en fait en pleine terre. Mais sinon, vous pouvez laisser le panais, la carotte de conservation, la pomme de terre de conservation en pleine terre et venir les chercher dans le potager au fur et à mesure de l'hiver. Ensuite, vous avez certaines personnes qui vont venir conserver sous la terre. Alors moi, j'ai jamais fait, je connais pas cette technique, mais j'ai déjà vu en fait des tambours, par exemple. Mon grand-père avait un voisin, il avait enterré des tambours de machine à laver et du coup, il mettait ses légumes à l'intérieur. Où il y en a qui mettaient des caisses, il y en a qui mettaient juste un trou, une bâche et mettaient les légumes et recouvraient. Moi perso, je connais pas du tout cette méthode de stockage, j'ai jamais essayé et pour vous dire la vérité, j'ai pas tellement envie d'essayer. Je sais pas, bon. Après, pourquoi pas. En tout cas, si vous stockez vos légumes sous la terre, n'hésitez pas à nous expliquer comment vous faites et surtout, en fait, quel avantage vous en tirez, etc., etc. Partagez tout ça avec nous. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les méthodes de conservation pour maximiser cette durée de conservation. Alors attention tout de même. Certaines méthodes dont je vous ai parlé peuvent devenir très dangereuses pour la santé si les étapes ou les procédés ne sont pas respectés à la lettre. Vous avez notamment sur la conserve. Si le bocal est mal stérilisé, s'il est mal fermé, si les légumes ont été mal lavés, on peut avoir le botulisme, qui est une maladie qui est presque toujours mortelle, et l'Escherichia coli, qui elle aussi peut être mortelle. Elle l'est beaucoup moins parce que maintenant, on sait un peu plus le soigner et nos corps sont un peu plus habitués. Mais bon, ça peut prendre des proportions incroyables. Il me semble que dans l'actualité, il n'y a pas très longtemps, vous avez dû entendre parler, pareil, de personnes qui sont décédées suite à la consommation de conserves artisanales. Donc faites vraiment bien attention de bien respecter à la lettre les recommandations et les méthodes de conservation. Ne faites pas de choses approximatives et vraiment si vous avez un doute quand vous ouvrez la conserve, si vous voyez qu'en fait la conserve n'est pas hermétique, que de l'air est rentré dedans, il ne faut absolument pas la manger. D'accord? Donc voilà, donc gardez bien à l'esprit que quoi qu'il arrive, le mieux c'est de toujours consommer des fruits et des légumes le plus frais possible.
parce que vous pourrez bénéficier de tous leurs bienfaits. Plus on va aller dans le temps, plus le légume ou le fruit va perdre ses qualités nutritives. Donc dès que vous le récoltez, si vous le mangez dans le jour même, le lendemain ou voire 3 jours après, c'est parfait. Mais au-delà, on perd en qualité nutritionnelle. Voilà, la vidéo est presque terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre expérience de jardinière et de jardinier. Je vous laisse liker, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant de vous retrouver dimanche prochain, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!